Évidemment, vous connaissez les circonstances qui font qu'on parle de Cuba aujourd'hui. Fait que j'avais prévu faire, à l'image de Fidel Castro, faire une présentation d'environ 8 heures. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mais en tout cas, finalement, on m'a dit de tenir ça à 40 minutes. Fait que, je vais essayer de m'en tenir à ça. La mort de Castro a sans aucun doute ramené dans l'actualité la révolution cubaine. Ça a ramené dans l'actualité le fait que, surtout auprès des militants, pour ceux qui luttent pour un monde meilleur, ça a ramené à l'attention le fait que dans une petite île des Caraïbes, il y a des gens qui ont réussi à renverser le capitalisme et qui résistent encore aujourd'hui contre les forces qui tentent de détruire la révolution et détruire les gains qu'elle a permis. Les grands médias qui n'ont pas hésité suite à la mort de Castro, j'en ai quelques exemples en fait que je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais ici, on a Zoe Williams, une chroniqueuse du Guardian. Donc, elle dit « Oubliez les politiques de Fidel Castro, ce qui compte, c'est qu'il était un dictateur. » Puis juste en dessous, on a ce qu'elle disait pour Tony Blair. Tony Blair, c'est le premier ministre britannique qui a commencé la guerre en Irak, qui a sanctionné la guerre en Irak. Ça dit « Arrêtez d'appeler Tony Blair un criminel de guerre, ce qui compte... la gauche devrait être fière de son bilan. » Donc, c'est un drôle de contraste. Ou sinon, il y a le Washington Post. Donc, dit l'héritage terrible de Fidel Castro, mais il y a 10 ans, pour Augusto Pinochet, qui était le dictateur du Chili, disait son héritage est le Latin America's most successful country. Donc, on voit un peu ce que les grands médias ont à nous dire. Peut-être un dernier exemple, Socialism should die with Castro, de CNN. Donc, je pense qu'on n'a pas à être surpris par ça. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Même Castro lui-même a dit, quand Hugo Chavez était mort, il a dit, si vous voulez savoir c'était qui Chavez, regardez qui célèbre sa mort et qui est en deuil. C'est un peu la même chose ici. Les grands médias, les politiciens bourgeois et leurs alliés, ils détestaient Fidel Castro. Non pas tant à cause de Castro lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Aux yeux de millions de gens en Amérique latine et ailleurs, Castro symbolisait le fait que c'était possible de tenir tête au capitalisme, de renverser le capitalisme, qu'une alternative était possible à la colonisation, à la domination des grandes entreprises, etc. C'est précisément ça que les États-Unis et les capitalistes en général ne pouvaient pas pardonner à Castro. Donc le cas de Cuba nous intéresse parce que c'est un cas où le capitalisme a été effectivement renversé et où ça a permis d'énormes gains pour la classe ouvrière et les opprimés. Il y a plusieurs indicateurs sociaux qui montrent ça. L'espérance de vie à Cuba est de 79 ans, 79,1, comparé à 62 ans avant la Révolution. Le 79, c'est comparable aux pays comme les États-Unis, par exemple. C'est plus qu'au Brésil, c'est plus qu'au Mexique, en Équateur, en République dominicaine. En comparaison, Haïti, qui est le pays voisin, un pays en apparence très semblable, l'espérance de vie est de 63 ans. La mortalité infantile, c'est un autre indicateur des gains énormes qu'a permis la Révolution. En 2015, la mortalité infantile était de 4,63 enfants par 1000 enfants, comparé à 78 en 59. Au Canada, c'est 4,65, c'est mieux qu'au Canada. Puis Haïti, évidemment, c'est un bilan désastreux, c'est 47,98. Le taux d'alphabétisation à Cuba, bien sûr, c'est 99,9%, donc on a éliminé l'analphabétisme. En Jamaïque, par exemple, qui est un autre pays voisin, c'est 86%. En Haïti, c'est 62%. Donc on voit ici toute la différence entre des pays dominés par l'impérialisme et un pays qui a chassé les impérialistes et qui a renversé le capitalisme. Puis vous avez sans doute entendu parler du système de santé cubain, qui est un des plus performants au monde. Cuba a l'une des plus importantes densités médicales de tous les pays du monde, en fait. Puis tout ça a été acquis, je pense que c'est important de le préciser, malgré le fait que le plus important pays du monde économiquement avait coupé les ponts avec Cuba et placé un embargo absolument criminel sur l'île. Puis on parle ici bien sûr des États-Unis. Donc je pense que les marxistes, les socialistes ont toutes les raisons du monde de célébrer les acquis de la révolution cubaine et de les défendre contre les tentatives de ramener le capitalisme dans le pays. Puis aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Cependant, je pense que c'est important de dire que tout n'est pas rose à Cuba. Il y a des dangers qui menacent les acquis de la Révolution. Puis maintenant que Castro est décédé, les forces qui poussent pour un retour au capitalisme vont relever la tête et vont pousser plus à fond avec leur agenda. Donc, je pense que pour être capable de comprendre ce qui se passe à Cuba aujourd'hui, il faut
puis ce qui va se passer maintenant que Castro n'est plus là, c'est important de reculer un peu dans le temps puis voir comment l'île est passée d'une colonie virtuelle des États-Unis à un pays où le capitalisme avait été renversé. Donc c'est en 1898 que l'Espagne a perdu le contrôle de Cuba lors de la guerre d'indépendance cubaine, mais le contrôle de Cuba est tout simplement passé à ce moment-là dans les mains des Américains, qui vont déclarer la République de Cuba en 1902, après l'avoir occupée pendant 3 ans. Mais c'est une république qui est complètement soumise aux États-Unis. Puis la meilleure démonstration de ça, c'est l'amendement Platt, qui avait été passé au Congrès américain en 1901, puis qui a été enchâssé dans la Constitution cubaine. Je vais en citer juste un court passage pour donner une idée. Ça disait « Le gouvernement de Cuba accepte que les États-Unis puissent exercer le droit d'intervention pour préserver l'indépendance de Cuba, rien de moins, et maintenir un gouvernement capable de protéger les vies, la propriété et la liberté individuelle. Tous les actes accomplis par les États-Unis à Cuba durant son occupation militaire sont tenus pour valides. » Donc, Cuba était de facto une colonie américaine. Donc, l'économie était complètement dominée par les intérêts américains. Les États-Unis sont en possession de 50% de la production de sucre, de toutes les opérations minières, des grandes industries. Les services d'électricité et de téléphone appartiennent à des entreprises américaines. Toutes les raffineries de pétrole sont américaines aussi. À l'époque, dans les années 50, seulement 9% des habitations ont l'électricité. C'est en 1953, pardon, et 85% n'avaient même pas d'installation sanitaire, donc toilettes, douches, etc. Donc on gardait Cuba littéralement en état de sous-développement. Puis Cuba était aussi le terrain de jeu des Américains, ni plus ni moins. Dans les années 50, il y avait plus de Cadillac à la Havane que dans n'importe quelle autre ville du monde. Il y avait des nombreux nightclubs, des casinos et tout ça. En 1958, il y avait plus de prostituées que de travailleurs des mines à Cuba. Puis il y avait 300 000 Américains qui venaient chaque année profiter de ce qui était littéralement la capitale de la prostitution en Amérique latine. Les conditions de travail complètement misérables, donc taux de chômage de 20%, plus un autre 20% de ceux qui travaillaient 3-4 mois par année dans l'industrie du sucre, puis les 8 autres mois, il n'y avait pas de job, ils devaient survivre sur les miettes qu'ils avaient récoltées pendant 3-4 mois. C'était une économie faible et complètement dépendante des Américains. Donc entre 1952 et 1959, ça va être le régime de Fulgencio Batista qui va être la terre d'assise des intérêts américains. Batista va vicieusement écraser toute opposition, et donc le peuple cubain est littéralement écrasé, exploité et humilié aussi. Mais la dictature de Batista avait presque aucun appui dans la population, aucun appui solide du moins, et elle va s'effondrer comme un château de cartes en 1959, en janvier. Depuis 1956, donc Fidel Castro et Che Guevara, à partir d'un minuscule groupe isolé dans les montagnes, arrivé du Mexique en 1955, ont réussi à créer une armée de guérilla qui lutte pour renverser Batista, un mouvement qui s'appelle le mouvement du 26 juillet. Puis le courage de ces gens-là à cette époque-là est vraiment quelque chose de remarquable et inspirant pour nous aujourd'hui. Donc c'est vers la fin de 1958 que le mouvement va sortir des montagnes, prendre les villes clés de Cuba, Santa Clara, Santiago, etc. Puis ils ont le fait est qu'ils ont l'appui de la majorité de la population, sinon ils n'auraient jamais pu faire ça. Puis une des clés de ça, c'est que l'armée, dans les territoires qu'ils occupent, qu'ils contrôlent, ils donnent la terre aux paysans. Ce qui est une grosse différence pour justement la majorité paysanne. Donc c'est le 1er janvier 1959 que Castro va en appeler à la grève générale à la Havane pour protéger la victoire de l'armée de guérilla. Donc c'est la grève générale des ouvriers à la Havane qui va assurer la victoire de la révolution. Batista va fuir le pays, puis le pouvoir va tomber dans les mains de Castro et son armée. Je pense que c'est super important de comprendre la nature du mouvement révolutionnaire à Cuba. L'un des faits les plus importants, c'est le fait qu'au départ, le mouvement derrière Fidel Castro n'était pas du tout communiste ou socialiste. Castro lui-même était un révolutionnaire démocrate, issu d'une famille relativement aisée. Il avait étudié le droit à une époque où aller à l'université, c'était vraiment un privilège réservé aux riches. Mais son expérience de vie personnelle va l'amener à la conclusion qu'il faut renverser le régime de Batista, renverser de manière révolutionnaire. Et c'est ce qui va l'amener à fonder le mouvement du 26 juillet. Mais ce n'était pas du tout un mouvement anticapitaliste au début, loin de là. Le manifeste du mouvement du 26 juillet disait
qu'il était en faveur de la démocratie jeffersonienne, donc la démocratie américaine en fait. Et qu'il était pour, et là je cite, il était pour la solidarité et l'harmonie entre le capital et les travailleurs afin d'augmenter la productivité du pays. Donc on est bien loin de la théorie marxiste des intérêts irréconciliables entre les travailleurs et les patrons. Mais, puis même, en fait, un autre exemple de ça, c'est que peu de temps après avoir pris le pouvoir, Castro est allé faire une tournée aux États-Unis. Il a rencontré, son nom m'échappe, il a rencontré le président américain, c'était Eisenhower, mais c'est l'autre qu'il a rencontré. En tout cas, il a rencontré comment? Qui était le vice-président? Nixon, c'est ça, c'est Nixon, où il a dit nous avons affirmé clairement que nous ne sommes pas des communistes. Donc au départ, le socialisme n'était pas du tout à l'agenda, pour ne pas parler du communisme. Le premier gouvernement de la Révolution l'illustre parfaitement. En fait, le président, qui était Urrutia, c'était un juge qui n'avait pas de passé révolutionnaire, quelqu'un de très conservateur, très anticommuniste. Puis le premier ministre, c'était Miro Cardona, qui était lui aussi un avocat conservateur. Mais malgré ça, le mouvement derrière Fidel Castro était très radical aux yeux des intérêts américains. Donc le mouvement voulait une réforme agraire, donc donner la terre aux paysans. On voulait la libération de la domination américaine, des programmes sociaux, le droit pour les travailleurs de partager les profits des entreprises, etc. Donc le mouvement voulait faire ça avec l'harmonie des intérêts du capital et des travailleurs, mais à mesure que le mouvement avançait, c'est devenu clair que c'était pas possible de faire ça. Pourquoi c'était pas possible? Mais parce que les éléments capitalistes à Cuba et aux États-Unis étaient fermement opposés à toute mesure qui portait atteinte à leurs profits. Puis quand il est devenu clair pour eux que le mouvement derrière Castro tenait vraiment à mettre en place son programme, ben, les éléments bourgeois dans le gouvernement cubain ont quitté le bateau et les États-Unis ont commencé à devenir très très hostiles à l'endroit de Cuba, du régime de Castro. Donc en février 1960, il y a un accord commercial qui va être passé entre l'URSS et Cuba pour que Cuba vende son sucre en échange de pétrole et d'argent. Ces nouvelles relations-là vont irriter les États-Unis, on est en pleine guerre froide. Donc le 17 mars 1960, les États-Unis commencent à autorisent l'entraînement de militants cubains exilés, donc pour essayer de renverser Castro. Puis à l'été, les raffineries de pétrole américaines qui sont en sol cubain vont refuser de raffiner le pétrole qui vient du RSS. Puis le régime de Castro va répliquer en nationalisant toutes les raffineries de pétrole américaines. Donc les réformes radicales vont se suivre et vont en fait augmenter l'appui à la révolution. Il y en a souvent qui disent que la révolution a été faite en quelque sorte contre la volonté du peuple, mais c'est pas vrai en fait. Il y a même un diplomate américain qui a dit, c'est ici, je vais le citer, c'est Lester Mallory, son nom, le 6 avril 1960, il dit « La plupart des Cubains soutiennent Castro et il n'y a pas d'opposition effective. » Donc Castro avait un appui certain auprès de la population, précisément à cause des réformes radicales en faveur des paysans et des ouvriers. Donc à l'été de 1960, les principales entreprises américaines sont nationalisées. Puis en octobre 1960, toutes les banques sont nationalisées et toutes les grandes entreprises également. Donc en avril 1961, évidemment, il y a eu le débarquement de la baie des Cochons, organisé par les Américains. Donc 1500 exilés cubains qui envahissent la baie des Cochons et tentent de renverser le régime. Ils vont échouer lamentablement. Puis c'est à ce moment-là que Castro va proclamer le caractère socialiste de la révolution cubaine. Donc les États-Unis vont trouver d'autres moyens que l'intervention directe pour tenter de détruire la révolution. Là, c'est la suite de la citation du diplomate américain, où il dit, donc le régime de Cuba a un appui énorme, il dit « La seule façon de faire perdre son appui au gouvernement est d'utiliser tous les moyens possibles pour affaiblir l'économie, retirer les fonds cubains, faire baisser les salaires, avec l'objectif de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. » Je pense que dans cette phrase-là est résumée la politique criminelle des États-Unis pendant les 40-50 années qui allaient suivre. Donc la politique de l'embargo, bien sûr. Donc, j'ai dit que le programme de Castro n'était pas du tout socialiste au départ, mais pourtant, en 1961, le capitalisme avait été aboli à Cuba, à toute fin pratique, et Castro disait que la révolution était maintenant socialiste. Pourquoi est-ce qu'une telle chose a pu se passer? Je pense que ça montre, il y a une leçon importante de ça. Ça montre que dans les pays coloniaux, ex-coloniaux, semi-coloniaux, dans la révolution en vue de se libérer de la domination impérialiste, la lutte mène inévitablement à un stade
un clash direct avec les intérêts bourgeois en général. Donc les capitalistes américains et à Cuba tentaient de saboter les réformes de Castro. Donc pour que la lutte soit menée jusqu'au bout, on devait continuer vers l'abolition du capitalisme. C'était la seule façon de vraiment vaincre l'impérialisme à Cuba. C'est une leçon vraiment importante de la révolution cubaine. C'est pour ça que Castro, en fait, contre ses intentions initiales de ne pas toucher à la propriété capitaliste, c'est pour ça que Castro a été poussé vers le renversement du capitalisme. Puis je pense que c'est une leçon qui vaut pour nous encore aujourd'hui dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, ex-coloniaux, etc. Maintenant, je pense que c'est pertinent de dire quelques mots sur la révolution russe, en fait, qui nous aide à comprendre, qui jette une lumière sur la révolution cubaine. Parce que la révolution russe, comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est la première qui a mené au renversement du capitalisme. Donc un mouvement de masse en Russie s'était formé, la création de soviets, des conseils ouvriers partout dans le pays en 1917. Puis en octobre 1917, la prise du pouvoir par les soviets a été orchestrée par les bolcheviks. Mais évidemment, à cause de l'isolement de la révolution russe et du caractère très arriéré de l'économie, le pouvoir d'État est devenu très rapidement très bureaucratique. Puis sous les conditions matérielles difficiles de l'époque, les masses qui étaient impliquées dans les soviets et tout ça ont simplement arrêté de le faire. Il n'y avait pas le temps, il y avait faim, il y avait froid, etc. Donc, les masses ont arrêté de s'impliquer en politique et la bureaucratie autour de Staline a consolidé son pouvoir totalitaire. Donc, le capitalisme avait été renversé en URSS, dans ce qui était devenu l'URSS, mais l'économie était trop arriérée pour avoir un caractère socialiste. Donc, l'URSS était restée en quelque sorte une société de transition entre le capitalisme et le socialisme, donc une économie planifiée, nationalisée, mais qui a dégénéré pour devenir un régime bureaucratique et totalitaire. À Cuba, en 1959, donc le mouvement derrière Castro a fini par renverser la dictature de Batista et a mené, en bout du compte, après 2 ans, au renversement du capitalisme. Mais il n'y a jamais eu de participation vraiment active de la classe ouvrière à travers ces organisations. Il n'y a jamais eu de soviet, il n'y a jamais eu de démocratie ouvrière à Cuba. Ce qui fait que, malgré que le mouvement il a mené au renversement du capitalisme, le régime a assumé dès le départ un caractère très bureaucratique. Donc il n'y a jamais eu de réelle démocratie ouvrière, comme j'ai dit. Donc à Cuba aussi, l'économie planifiée, nationalisée, a remplacé le capitalisme, mais planifiée bureaucratiquement, sans véritable contrôle par les travailleurs eux-mêmes. L'État est rapidement devenu un État avec un parti unique, à l'image de l'URSS, ce qui a renforcé la bureaucratisation et la concentration du pouvoir. Puis ça a amené plusieurs problèmes dont je vais parler plus tard. Donc, par la logique des événements, Cuba a été amené dans la sphère d'influence soviétique. La politique de l'URSS, à cette époque-là, dans les années 60, c'était ce qu'on a appelé la coexistence pacifique avec l'Occident capitaliste. Donc, c'est au fond l'idée que les pays capitalistes d'un côté et les pays communistes de l'autre peuvent coexister sans se déranger. Ce qui est en fait une négation un peu de l'idée de la lutte des classes, de lutter pour renverser le capitalisme, pas seulement chez nous, mais à travers le monde. Ça voulait aussi dire que les partis communistes du monde entier, qui étaient devenus en quelque sorte des satellites du Parti communiste soviétique, avaient en quelque sorte arrêté de se battre pour la révolution socialiste dans leur propre pays. C'était aussi le cas à Cuba, en fait. Les militants communistes à Cuba, ceux qui étaient issus de la tradition communiste cubaine, disaient en 1959 que la révolution n'était pas mûre pour renverser le capitalisme. Puis l'URSS, elle, au début de la révolution cubaine, était extrêmement sceptique devant elle. Elle ne voulait pas que la révolution aille trop loin pour ne pas provoquer les États-Unis. Ça fait que le leadership de la révolution cubaine, ceux qui ont renversé le capitalisme, n'étaient pas soumis à l'URSS au début. Ils sont devenus communistes indépendamment de l'URSS. Ce qui veut dire qu'au début de la Révolution, Cuba avait une certaine indépendance par rapport à l'URSS. Ça se voit dans des anecdotes assez intéressantes, comme le fait que, par exemple, le département de philosophie à l'Université de la Havane rejetait les manuels soviétiques de marxisme parce qu'ils les trouvaient dogmatiques et stériles et tout ce que tu voudras. Les étudiants ont commencé à publier leur propre journal qui s'appelait Pensée critique,
une revue qui débattait ouvertement les idées du marxisme, les problèmes de la révolution cubaine, etc. Mais vers la fin des années 60, la révolution avait définitivement échoué à se répandre à d'autres pays que Cuba, pour un paquet de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Puis au cours des années 70, la dépendance de Cuba à l'égard de l'Union soviétique va énormément augmenter, puis notamment aussi à cause de l'embargo. On va dépendre aussi économiquement de l'URSS. La preuve, en fait, c'est que Cuba échangeait justement son sucre, nickel et quelques autres produits. Cuba recevait en échange tout ce qu'ils avaient besoin, pétrole, farine, blé, papier, tracteurs, machines, tout le kit. Fait que c'était une dépendance complète à l'égard de l'URSS et du bloc de l'Est en général. Ce qui fait que aussi l'État cubain va se bureaucratiser à l'image de l'URSS, va se centraliser. L'influence des communistes staliniens cubains va se renforcer à Cuba aussi, dû à cette dépendance-là. Puis ça va avoir des conséquences intéressantes, comme justement la fermeture du département de philosophie dont j'ai parlé. Parce qu'ils ne se soumettaient pas au dictat de l'URSS. Et on a banni le journal Pensée critique. Donc, c'en était fini, justement, de la pensée critique. Il fallait se soumettre à l'URSS. Puis certains parlent des années 71-75 comme du quinquennat gris, donc les 5 années grises. Ça a été des années qui ont été marquées justement par la persécution des artistes qui refusaient de se soumettre aux paramètres révolutionnaires. Ça a été aussi la période de la persécution des homosexuels aussi, dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines. Donc des années vraiment grises. Les années 70-80, Cuba va devenir très très dépendant de l'Union soviétique. Puis il faut expliquer quand même que malgré le caractère totalitaire de l'État soviétique, le renversement du capitalisme a permis des avancées absolument extraordinaires. Donc le loyer coûtait presque rien à l'époque en URSS, l'école était accessible. Dans les années 80, l'URSS avait plus de scientifiques que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon mis ensemble. Ça avait sa contrepartie à Cuba aussi. Le renversement du capitalisme a permis des avancées extraordinaires, celles que j'ai dites au début de ma présentation. Je pense que je n'ai pas besoin de les répéter ici. Puis l'aide de l'URSS était précieuse à cette époque-là. Donc l'URSS achetait le sucre de Cuba en bas des coûts du marché mondial et leur vendait des marchandises. Ils achetaient le sucre au-dessus des prix du marché mondial, ils leur vendaient des produits en dessous des prix. Donc c'était un peu le contraire d'une relation impérialiste. Mais évidemment, à la fin des années 80 et le début des années 90, c'est la chute de l'Union soviétique, comme vous savez. Et ça a signifié pour Cuba la rupture brutale et presque du jour au lendemain de tous leurs vivres et de toutes leurs importations et exportations. À l'époque, 63% de la nourriture provenait du RSS, c'était 80% des échanges étaient faits avec l'URSS. Du jour au lendemain, on a perdu environ 75-80% des exportations et des importations. Le PIB de Cuba, entre 89 et 93, a baissé de 35%. Donc, ces chiffres-là, ça signifie dans la vie réelle des Cubains, ça signifie un manque de nourriture, de médicaments, un manque d'électricité, la destruction du système de transport. Donc, vraiment une période noire qu'on a surnommée plus tard la période spéciale. Puis, je pense aux conséquences économiques, aux conséquences dans la vie des gens. Il faut ajouter aussi les conséquences politiques, en fait. L'énorme pression politique qui a été mise sur Cuba. Parce que, il y en a peut-être ici qui s'en rappellent, moi je n'étais pas là, mais on a beaucoup. Cette époque-là, c'était la fin du communisme, c'était la fin de l'histoire, il y en a qui disaient. Fait que c'est un peu ça qu'on essayait de faire croire. Puis il y avait une énorme pression pour que Cuba rentre dans le rang, puis revienne au capitalisme, eux autres aussi. Puis aussi, il faut rajouter le fait que pendant que Cuba perdait 80% de ses échanges, les États-Unis, juste à côté, regardaient ça les bras croisés, puis ont même renforcé l'embargo, en fait, pour être sûr de suffoquer le plus possible le régime. Puis malgré tout ça, malgré toute cette pression-là, les acquis de la révolution cubaine ont été préservés. Les gens ont fait des sacrifices absolument immenses dans cette période-là. Donc la période spéciale, c'était une période d'austérité forcée, ni plus ni moins.
Puis les gens ont accepté les privatisations, le rationnement, les coupures d'électricité de 16 heures par jour. Donc comment on peut expliquer ça? C'est certainement pas parce que les gens étaient heureux des privations et tout ça. On peut seulement expliquer ça par le fait que les Cubains, dont une grande partie de la population avait des souvenirs, avaient vécu la dictature de Batista, des douloureux souvenirs de ça, ils savaient ce que c'était que d'être dominés par l'impérialisme, par les États-Unis, puis ils n'avaient aucune intention d'y revenir. Fait que même dans des conditions difficiles, on préférait des privations à un retour à l'exploitation capitaliste. Puis là aussi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment inspirant pour nous aujourd'hui. C'est vraiment ça qui a sauvé la Révolution dans les années 90. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait facilement, puis il y a dû avoir des concessions qui ont été faites dans les années 90 au capitalisme, aux tendances capitalistes. On a ouvert le pays à l'investissement étranger, on a investi beaucoup dans le tourisme, on a légalisé la possession de devises étrangères, on a décentralisé le commerce extérieur, en tout cas un paquet de mesures comme ça, on a légalisé les petites entreprises, etc. Puis je pense que c'est important de mentionner sur ces mesures-là, un point fondamental que l'histoire nous a appris, c'est que c'est impossible de construire le socialisme dans un seul pays. Donc le socialisme, ça implique nécessairement la participation d'au moins quelques pays avancés, pour commencer. Construire une économie solide, planifiée démocratiquement par les travailleurs, les travailleuses, eux-mêmes et elles-mêmes. Donc on peut comprendre que Cuba, une petite île de 11 millions d'habitants, très faible économiquement, laissée à elle-même devant le marché mondial, elle n'aurait pas le choix de faire des concessions. Puis que Cuba n'aurait jamais pu construire le socialisme tout seul sur sa petite île. Cuba a très peu de ressources naturelles. Cuba est complètement dépendante du marché mondial. Donc Cuba avait probablement pas le choix de faire certaines concessions. Mais je pense qu'il faut être honnête sur les conséquences de ça. Donc ces mesures-là signifiaient justement la pénétration du marché mondial à Cuba et menacent de créer un mouvement d'accumulation puis un mouvement vers le capitalisme. Donc le renforcement du secteur privé, d'un secteur privé naissant à Cuba, seulement se faire au détriment du secteur public. Puis le fait d'allouer l'investissement privé peut juste renforcer la tendance vers la privatisation de plus en plus grande, de plus en plus de pans de l'économie. Donc j'ai parlé tantôt du fait que l'État cubain était devenu très bureaucratique, centralisé et tout ça. Mais justement, à cause du contrôle bureaucratique sur l'économie, l'absence d'un véritable contrôle par la base, par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de gaspillage, de mauvaise gestion à Cuba. Puis il y a des gens qui servent de leur position dans les sommets de l'État pour se donner des privilèges dans une situation où les conditions sont extrêmement difficiles. Mais un aspect important de cette situation-là, c'est aussi le fait que parmi les bureaucrates de l'État, il y a aussi des gens qui, en quelque part, se préparent à la chute du régime et à un retour au capitalisme, qui se mettent en position d'être capables d'en tirer profit, puis de s'en mettre plein les poches. Puis là-dessus, en fait, je rappellerais qu'en Russie, dans les années 90, les premiers à profiter du retour au capitalisme, ça a été les bureaucrates du Parti communiste soviétique lui-même. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un grand danger pour la révolution cubaine. Le danger, justement, de ces bureaucrates-là au sein de l'État cubain, qui favorisent, que ce soit conscient ou pas, des mesures qui vont possiblement mener vers un retour au capitalisme. Donc, aujourd'hui, les principaux acquis de la révolution cubaine sont encore présents, sont encore en vie, mais c'est clair, il y a une espèce de malaise sur ce qui doit être fait parce que les gens comprennent que quelque chose doit être fait. Cuba est un pays très faible économiquement, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fond, pour renforcer l'économie, mais renforcer la révolution aussi? Je pense que c'est la question que quiconque milite pour un monde meilleur doit se poser dans le cas de Cuba. Donc, il y a un courant fort à Cuba pour des mesures supposément pragmatiques afin d'aider le régime. Il y a déjà des mesures qui ont été prises au cours des dernières années, en fait. On a autorisé les petits entrepreneurs à engager des employés, des travailleurs salariés. On a augmenté la durée de location de terres à des intérêts étrangers. On a augmenté les bonus à la productivité des gens. Donc, beaucoup d'économistes cubains aujourd'hui vont se dire en faveur du fait que l'État devrait réguler l'économie et non pas la planifier. Je pense qu'il faut
faut être absolument honnête sur ce que tout ça, ça veut dire. Ce sont des mesures qui renforcent les tendances au développement du secteur privé, avec l'État qui superviserait ça, en fait. Et donc, ça renforce un mouvement vers le capitalisme. Si ce mouvement-là commence véritablement, il va être difficile à arrêter si Cuba reste isolé. Puis en lien avec ces mesures-là, il y a le fait que depuis 2014, il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui le savent, il y a eu un changement de politique du côté des Américains. Donc au lieu de tenter d'isoler et suffoquer Cuba, on a décidé au contraire de s'ouvrir à Cuba. Donc l'entente établie en décembre 2014 entre Cuba et les États-Unis. Donc l'entente va faire que les Américains vont aller à Cuba donner de la formation entrepreneuriale à des jeunes businessmen, donc pour aider à la croissance du secteur privé naissant. Les Cubains vont avoir accès à plus de fonds de l'étranger, ce qui veut dire qu'il va se créer davantage d'inégalités entre ceux qui vont avoir accès à cet argent-là et ceux qui n'auront pas d'accès. Ça va renforcer la différenciation sociale et les inégalités. Ceux qui vont avoir accès à cet argent-là vont pouvoir se lancer en affaires, les autres ne pourront pas. Et ces gens-là, qui se lanceront en affaires, vont développer, lentement mais sûrement, des intérêts, vrais intérêts à un véritable retour au capitalisme. Donc, les États-Unis, on le voit, ont changé de tactique, mais leur but est toujours le même. Je pense que c'est important de le mentionner. Leur but, reste toujours de ramener Cuba sous son influence, d'y ramener le capitalisme le plus vite possible. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de penser que les États-Unis, donc, on le sait, ont tenté d'assassiner Fidel Castro 638 fois, je pense. Je pense que c'est ça le nombre répertorié, du moins. Donc, ont tenté d'assassiner Castro 600 fois, donc entraîner des opposants, fomenter des attentats, des campagnes de propagande, en tout cas, ont tout essayé pour renverser la révolution cubaine, puis on ne peut pas penser que ça a changé du jour au lendemain. Non, les objectifs sont toujours les mêmes, mais le problème, en fait, c'est pas seulement la pression américaine, le problème vient de l'intérieur aussi. Comme je l'ai dit, une grande partie de la bureaucratie cubaine est en faveur d'aller encore plus vers les mécanismes de marché et la privatisation pour faire rouler l'économie. Et ça peut mener vers un renversement de tous les gains qui ont été faits depuis 1960. Fidel Castro lui-même, en fait, il était opposé à ça, opposé aux mesures, opposé au retour au capitalisme, et il avait une énorme autorité et un énorme appui dans la population. Je pense qu'on peut le voir aujourd'hui. C'était aujourd'hui qu'il y a eu une énorme manif à La Havane. Comment? Hier soir. Hier soir, okay, oui, c'est ça. Donc il y a des milliers, des millions de personnes dans les rues. On voit que Castro avait un appui certain dans la population. Puis en fait, le magazine The Economist, qui est un peu un des voix les plus fortes des intérêts capitalistes, a dit que Castro était le principal obstacle au changement à Cuba. Et que maintenant qu'il était décédé, le vrai changement allait commencer. Puis c'est ça, en fait, c'est ça le danger, c'est que maintenant que la figure de Castro est décédée, les bureaucrates qui sont en faveur des mécanismes de marché, ils vont relever la tête et profiter de son départ pour pousser encore plus vers des mesures qui peuvent mener, qui vont mener à terme à un retour au capitalisme. Puis je pense que nous, il faut qu'on s'oppose à ça. Je pense qu'une défaite à Cuba, un retour du capitalisme à Cuba, serait non seulement une défaite là-bas, mais ce serait une défaite pour tout le monde, pour ceux qui luttent partout pour le renversement du capitalisme. Donc là, j'en arrive à la conclusion, j'achève. Je pense que de notre côté, c'est vraiment important de réaliser les gains énormes qui ont été rendus possibles par la Révolution, par le renversement du capitalisme à Cuba. Cuba, c'est le premier pays au monde à avoir empêché la transmission du sida de la mère à son enfant. Cuba a déployé des efforts absolument hors du commun dans la lutte contre l'Ebola en Afrique. Puis récemment, quand l'ouragan Matthew est passé, on a pu voir la différence absolument flagrante entre Haïti et Cuba, deux îles côte à côte. Haïti a été complètement dévastée par l'ouragan, tandis que Cuba a réussi à s'en remettre relativement rapidement. Je pense qu'il est important de retenir, c'est que Cuba montre cet énorme potentiel, l'énorme potentiel d'une économie planifiée, d'une économie qui serait libérée de cet impératif de faire de l'argent, de faire du profit, du fait qu'on pourrait utiliser l'économie pour répondre librement aux vrais besoins de la population, de la société. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait faire si on se libérait de cette emprise-là du profit privé, de la propriété privée, pardon.
On pourrait construire un vaste réseau de santé, accessible, gratuit. On pourrait construire des réseaux de transport verts, accessibles à tout le monde. Envoyer tout le monde à l'école gratuitement, comme c'est le cas à Cuba d'ailleurs en ce moment. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on pourrait faire. Je pense, ayant ça en tête, c'est notre devoir de défendre les acquis de la révolution cubaine contre les attaques de l'impérialisme, peu importe la forme qu'elles prennent, que ce soit attaques directes ou plus, plus lentes, comme les Américains essaient de faire en ce moment. Puis je pense, dans cette perspective-là, c'est aussi notre devoir d'expliquer que les mesures de favorisation du marché sont peut-être, en fait, sont des concessions qui sont temporaires et sont des concessions. On ne peut pas les présenter comme des véritables solutions aux problèmes de la révolution cubaine. Je pense qu'il faut aussi réaliser que l'un des aspects fondamentaux duquel les gens ne parlent pas beaucoup, c'est le fait que les travailleurs et les travailleuses à Cuba n'ont pas le sentiment qu'ils contrôlent l'économie et qu'ils ont leur mot à dire. Puis la seule façon, en fait, qu'on peut stimuler les masses à défendre les acquis de la révolution cubaine activement, mais aussi à s'intéresser à l'amélioration de l'économie à Cuba, c'est en leur donnant le contrôle réel de l'économie et de la politique. Il faut construire une véritable démocratie ouvrière, donner aux gens le sentiment que c'est réellement eux qui contrôlent le pays et non pas les bureaucrates au sommet de l'État. Il faut que les bureaucrates qui sont pour le capitalisme, il faut qu'ils soient tassés. Il faut que les représentants à tous les postes élus, ben justement, soient élus, soient révocables, soient redevables à la population. Puis, il faut que les travailleurs et les travailleuses, dans leur lieu de travail, puissent réellement participer aux décisions. C'est ça pourquoi il faut lutter à Cuba même. Mais, donc, évidemment, ça, c'est pas suffisant. On voit très, très clairement comment Cuba est complètement dépendante du marché mondial. Donc, à moyen terme, si la révolution ne s'étend pas à d'autres pays, le capitalisme va trouver le moyen de revenir à Cuba. Donc, je pense que c'est ici qu'il faut vraiment adopter une perspective internationaliste de ce problème-là. Les gains de la révolution peuvent être protégés seulement si la révolution s'étend à d'autres pays. Je pense que là-dessus, on a vraiment toutes les raisons du monde d'être vraiment optimiste. Je pense que partout autour du monde, on voit que les gens cherchent une alternative. Je pense que le fait qu'il y a autant de monde aujourd'hui, ça prouve qu'il y a un intérêt pour ces idées-là. Les gens veulent un changement, un véritable changement. Les gens en ont assez du capitalisme, ils ont raison de l'être, ils ont raison d'en avoir assez. Fait que je pense que notre rôle à nous, la meilleure manière de défendre et d'aider la révolution cubaine, la meilleure manière de conserver les gains, mais aussi la meilleure manière de faire encore plus de gains, d'aller encore plus loin, c'est en préparant les conditions pour une révolution victorieuse ici au Québec, au Canada, mais aussi partout sur la planète.